à quelque chose de beaucoup plus ancien et historique. Je pense qu'il faut rappeler l'existence de la déclaration de Balfour qui définit la façon dont les choses auraient dû se passer. Alors je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, mais on ne peut pas mentionner la déclaration de Balfour. Jean-Paul, et après Marianne. Oui, j'aurais une question courte, mais qui s'appuie quand même sur une expérience personnelle dont je veux dire deux mots le plus brièvement possible. Il se trouve que j'ai eu à fréquenter les milieux culturels juifs américains, du Bronx en particulier. J'ai eu à faire notamment un petit exposé sur les racines allemandes du Yiddish, puisque c'était la société de promotion du Yiddish, bon, l'allemand du XIIIe siècle dans la vallée du Rhin, on ne veut pas vous parler de ça, bien sûr. Et puis après, comme ils ont découvert que je connaissais bien, et que j'avais lu dans le texte d'ailleurs, der Judenstaat, c'est-à-dire l'état des Juifs, de Theodor Herzl, et l'histoire de ce bouquin, parce qu'il y a quand même toute une histoire avant et après. Alors je suis revenu pour parler du sionisme selon Theodor Herzl, qui est un sioniste parmi d'autres. En réalité, il y a plusieurs sionismes. Et c'est là que j'ai découvert que tous ces milieux culturels juifs d'Amérique, je ne sais pas, mais en tout cas du Queens, étaient extrêmement critiques à l'endroit d'Israël, tous avec des nuances diverses. Souvent, ils disaient que le gouvernement israélien portait préjudice aux intérêts du peuple juif, ou avait trahi, aussi il y en a qui disaient avait trahi le sionisme de Theodor Herzl. Enfin bon, et certains, mais une minorité, remettaient carrément en cause l'existence même de l'État d'Israël. Ils étaient minoritaires, mais tous, à un degré ou à un autre, étaient très critiques à l'endroit de la politique menée par Israël. Alors moi, je voudrais comprendre pourquoi les Juifs américains, dans leur majorité, pas tous, mais dans leur majorité, ont adopté une distance assez critique ou très critique à l'endroit d'Israël, alors que le CRIF en France ne manifeste aucune distance critique, manifestement, à l'endroit de la politique menée par Israël. Il y a entre les Juifs des deux rives de l'Atlantique, enfin moi je me suis rendu compte, une profonde différence dans l'approche de la politique menée par Israël. Voilà. Et ils m'ont assuré que les soutiens que Israël trouvait aux États-Unis, c'était surtout chez les évangélistes, et certains, les soutiens inconditionnels d'Israël aux États-Unis étaient, on m'a répété plusieurs fois, tout à fait minoritaires. Et dans l'ensemble, les Juifs américains sont très critiques et je me suis rendu compte. Première réaction. Pourquoi c'est différent? Première réaction, on va faire comme ça à chaque fois, 2-3 questions de réaction. Ce qui implique déjà des réponses un peu longues, mais je vais essayer de synthétiser pour que tout le monde puisse avoir la parole. Il y a un petit côté démocratique à la soirée, et un vrai dialogue qui puisse s'instaurer, parce que pour l'instant, je suis plutôt en position d'autorité, j'aime pas trop. Mais la déclaration de Balfour, c'est quoi? C'est un des épisodes du sionisme. On a dans la puissance mandataire, qui a été désignée par la SDN, c'était la SDN à l'époque, la Grande-Bretagne, et d'ailleurs il va y avoir un partage, c'est pour ça que la France, quand on dit qu'on apporte le conflit en France, en fait la France était déjà dans la région depuis très longtemps avec la Grande Syrie, et avait déjà était aussi puissance mandataire, et il y a eu un partage, les accords de Sykes-Picot, de ma part, entre la France et la Grande-Bretagne sur la région après la dissolution de l'Empire ottoman, puisque ça a toujours été une région colonisée, la Palestine. Avant, c'était les Turcs qui étaient une puissance coloniale sur la région. Et avant, c'était Byzance. Voilà. Et donc,
L'Angleterre est donc intimement liée avec cette histoire-là, avec l'histoire de la Palestine. Et en Angleterre, on a un député, je ferai de ma part, qui s'appelle Balfour, et qui est proche d'un autre homme d'affaires sioniste, qui s'appelle Rothschild, et qui vont beaucoup discuter, et va advenir cette déclaration qui va faire du projet sioniste un projet qui peut être envisagé et réalisable. Et donc il va être favorisé par la puissance mandataire britannique. Et c'est là, et ça va évidemment favoriser ce qu'on appelle les premières alias, les premières colonisations vers la Palestine. Avec des achats de terres. Il y a eu en fait beaucoup d'achats de terres par un fonds sioniste créé par le Congrès sioniste, et qui avait pour vocation d'acheter des terres, alors, pas forcément aux Palestiniens en réalité, ou aux paysans palestiniens, mais plutôt à des grands propriétaires turcs qui possédaient la grande majorité de la Palestine et des terres palestiniennes. Et donc il y avait des achats avec les sommes qui étaient collectées à travers le monde. Et donc ce sont les terres, la plupart du temps, des terres ottomanes sur la Palestine qui étaient rachetées par le fonds sioniste. Il y a aussi des erreurs historiques là-dessus. Bon, toujours est-il que cette déclaration a favorisé le projet sioniste. Mais les montées en Israël, ce qu'on appelle les premières colonisations, les premiers yishuv, c'était pas beaucoup de monde. Et c'était vraiment des gens du Yiddishland, justement, de Pologne, de Russie, qui étaient vraiment, pour le coup, des damnés de la terre. C'est-à-dire des gens misérables, extrêmement misérables, qui fuyaient les pogroms. Et donc, qui cherchaient un endroit, et donc qui étaient évidemment favorables au fait d'aller dans un endroit où ils pourraient éventuellement avoir une nouvelle vie. Oui. Ce que je voulais mentionner, c'est que la déclaration de Balfour autorise l'implantation d'un foyer de juifs, mais avec une phrase additionnelle qui dit que ça doit se faire en respectant les droits des populations. Mais évidemment, oui, en fait, il vaut mieux le dire. Évidemment, vous avez raison. Et puis après, il y a eu des retours. Il y a eu le livre blanc qui a restreint pendant avant la Seconde Guerre mondiale, qui a restreint la possibilité des Juifs d'y aller avec des quotas. Et donc, ça a entravé aussi la fuite et la migration des Juifs qui risquaient évidemment d'être exterminés en Allemagne et en Europe de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, n'ont pas pu y aller aussi parce qu'il y avait des quotas. Et d'ailleurs, il y a l'histoire d'Exodus par la suite, après la Seconde Guerre mondiale, qui montre qu'il y avait une restriction par les Britanniques à l'arrivée des Juifs en Palestine. C'est une histoire complexe. Mais je vais revenir aussi sur ce que vous dites et qui est très très important, et c'est ce que j'avais commencé d'ailleurs à expliquer, à savoir la culture franco-juive, judéo-française, peu importe, qui n'est pas du tout la même que la culture juive américaine. Ce sont deux histoires différentes. Et c'est d'ailleurs pour ça, il y a un livre de Sylvain Sipel, qui s'appelle L'État d'Israël contre les Juifs, qui raconte cette histoire des Juifs américains qui vont progressivement, et c'est une histoire assez particulière parce que la communauté juive américaine a toujours été en soutien à Israël. Les États-Unis sont le premier soutien d'Israël, et pour des raisons d'intérêt politique et géopolitique, et d'implantation, et de conflits qui viennent de la guerre froide. Objectivement, c'est un des lieux de confrontation entre les deux blocs. Le bloc soviétique de l'époque et le bloc américain se confrontaient là, à cet endroit-là. Comme dans d'autres endroits du monde, évidemment, je ne vais pas vous raconter cette confrontation et la guerre froide. Toujours est-il que, pour revenir sur la culture juive américaine, elle n'a pas suivi le même chemin que l'histoire que je vous ai racontée très brièvement et rapidement et schématiquement du judaïsme français, qui est différent d'ailleurs du judaïsme français depuis la Révolution française, puisqu'il y a eu une fracture avec la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée des Juifs du Séfarad. C'est une nouvelle histoire. Mais elle est différente, pourquoi ? Parce que, d'abord, la façon de vivre, le mode de vie américain n'est pas le même que le mode de vie français. Nous avons l'idée d'une assimilation et d'un creuset sous l'identité française, depuis la Révolution française, et qui s'est accentuée
récemment avec l'usage d'une laïcité comme une arme et non pas comme un bouclier, avec une vision de la laïcité qui consiste à ce que tout le monde finalement puisse se retrouver et s'oblige à se retrouver sous une seule identité en remisant ses autres identités. Qui n'est pas du tout ce qu'est la laïcité d'ailleurs de 1905, qui est une exigence de neutralité de l'État, pas l'inverse. Mais pour revenir sur les Juifs américains, les Juifs américains, ils sont dans une société, schématiquement, je ne connais pas bien la société américaine, mais ce que j'en sais, c'est que c'est une société du multiculturalisme absolu, avec, d'un point de vue géographique, et reconnu, et instauré, et institutionnalisé aussi, et constitutionnalisé également. Et donc, vous avez des communautés qui vivent distinctement. Quand vous allez à New York, vous avez effectivement le Bronx, vous avez Brooklyn, vous avez des communautés qui vivent les unes à côté des autres. Moi, la première fois où je suis allé aux États-Unis, j'étais au collège, j'étais à l'échange, j'étais dans une école où il y avait que des blancs, aucun noir. Et à côté, il y avait un collège où il y avait que des noirs. Donc autant vous dire que la ségrégation, au sens où nous on l'entend, elle a toujours existé évidemment aux États-Unis, mais elle s'exprime aussi différemment aujourd'hui par un multiculturalisme assumé et permettant la coexistence des identités culturelles, ethniques, etc. C'est un autre schéma. Et donc évidemment les Juifs, ils ont pu avoir leur propre schéma culturel et ils ont pu assumer et vivre dans leur culture religieuse ou pas d'ailleurs. Et il y a un judaïsme sécularisé qui est né aux États-Unis. Et quand on voit justement le judaïsme aspiré du Yiddish à New York, par exemple, ce n'est plus un judaïsme religieux, c'est un judaïsme américano, Yiddish et autres. Culturel. Voilà, culturel, exactement, sécularisé. Le judaïsme, c'est sécularisé. Donc, évidemment, il y avait moins de contraintes, il y avait une possibilité d'instaurer et de créer sa propre identité juive américaine. Contrairement à la France, on l'a vu, vous avez vu cette histoire de l'antisémitisme également. Donc, le lien avec Israël est différent. Il y a eu un soutien politique, mais ce n'était pas un soutien forcément culturel. Les Juifs américains, ils savent qu'ils peuvent vivre aux États-Unis tranquillement. Ils n'ont pas la nécessité absolue d'avoir un lieu de refuge. Ce qu'est Israël pour beaucoup de Juifs dans le monde, et notamment pour les Juifs français. Du fait de leur histoire, notamment au Maghreb. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas évidemment la même histoire, et donc ils n'ont pas le même lien, ni le même soutien. Et c'est pour ça que vous avez des mouvements comme Jewish for Peace, extrêmement puissants aux États-Unis, qui vont soutenir de manière radicale, plus que d'autres mouvements d'ailleurs, la solidarité, avoir une solidarité avec le peuple palestinien, aujourd'hui encore. Surtout aujourd'hui. Donc voilà, ce ne sont pas les mêmes histoires, et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que les identités juives sont multiples, selon les pays et selon la façon dont elle peut s'exprimer. Et ça m'amène à dire un dernier mot, parce que c'est quand même partir du particulier, c'est ce que j'ai pu faire, c'est ma propre expérience, je vous l'ai dit, j'ai été transparent, pour aller vers quelque chose d'universel. Quel universel? Parce que l'universel à la française, l'universalisme à la française, c'est quelque chose de très figé. À partir du moment où on considère que tout le monde est égalitaire, est égaux, tous, on est tous, et on demeure tous libres et égaux, eh bien, ça censé instaurer une égalité ipso facto, et c'est censé réduire les inégalités, réduire les différences entre eux. Et on le voit bien, ce modèle d'universalisme théorique ne fonctionne pas. Le racisme est plus que jamais présent en France. Les inégalités, notamment à l'égard des populations issues de l'immigration postcoloniale, est dramatique. Il y a une ségrégation géographique, culturelle, raciste, profonde en France, à l'égard des musulmans, des arabes et des personnes issues de l'immigration qui vivent dans les quartiers populaires. Ça, c'est une évidence absolue. Donc on voit qu'il y a une faille dans ce regard de l'universalisme. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à l'universalisme. C'est-à-dire qu'il faut aller vers un universalisme d'origine, devrais-je dire. Celui de Kant, qui est une promesse inachevée. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en dynamique. Et que c'est un horizon. Ça n'est pas quelque chose qui est figé.
Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que moi, j'ai essayé de penser avec tous ces conflits d'identité que j'ai pu avoir au travers de ma vie, j'en ai eu un paquet, que j'ai accepté. J'ai essayé de voir comment est-ce que, en moi, toutes ces identités qui étaient les miennes, que j'assumais, que je reconnaissais, que je regardais, cette identité juive, profondément, cette identité française, et qui m'a d'ailleurs fait renoncer, cette identité juive, judéo-française, qui m'a fait renoncer d'ailleurs à l'idéal sioniste que je pouvais avoir pendant un moment, parce qu'elle n'était pas compatible, en tout cas pour moi. Hein, mais qui ne m'a pas fait renoncer au lien que je pouvais avoir avec le peuple israélien aussi, parce que j'ai eu une partie de ma vie là-bas. Cette identité d'avocat, cette identité d'homme, cette identité de gauche, bien évidemment, avec toutes les valeurs qu'elles emportent. Comment est-ce qu'on arrive dans ces moments de conflit, d'assignation identitaire objectivement, il faut choisir son camp. Comment est-ce qu'on arrive à conjuguer toutes ces identités qui peuvent paraître opposées dans des moments de crise? Et donc j'ai essayé de penser à une autre forme de coexistence de ces identités en moi. Et je me suis dit, j'ai visé dans mon corps. C'est quelque chose de très corporel, finalement. Et j'ai essayé d'imaginer comment est-ce que toutes ces identités, elles arrivaient à se conjuguer et se confronter, à s'articuler dans mon corps. Et je me suis rendu compte, en fait, j'ai réfléchi à une chose, je me suis dit que, vous savez, le corps humain, justement, il y a un narratif sur le corps humain qui existe depuis toujours, c'est que le corps humain, c'est un bloc. Et en réalité, les études biologiques ont permis de comprendre qu'en fait, le corps humain, c'était une coexistence de plusieurs espèces. Une multitude de bactéries qui vivaient en coexistence avec des cellules, et qu'en fait, le corps humain était une construction, mais qu'il y avait aussi un narratif du corps humain qui pouvait évoluer, et elle évolue progressivement. On se rend compte que c'est une coexistence finalement d'espèces qui se sont surrajoutées et qui coexistent ensemble, le corps humain. Pour résumer, schématiser. À travers l'évolution du corps humain. Et je me suis demandé si ça ne pouvait pas être la même chose dans le narratif qu'on se faisait du sujet. C'est-à-dire cette conscience que nous avions, avec cette pluralité d'identités. Et est-ce qu'on ne pouvait pas finalement concevoir ce sujet non pas comme une identité unique, mais comme une pluralité d'identités? Si on ne pouvait pas considérer que finalement toutes ces pluralités, c'était la somme de tous ces discours qu'on entendait, de toutes les personnes qu'on rencontrait, de toutes les choses qu'on voyait, de toutes les images qu'on pouvait avoir depuis la naissance, qui se mêlaient en soi, et que finalement le sujet, alors qu'on a raconté pendant très longtemps que le sujet c'était quelque chose d'unique, qui se crée dans la rencontre avec la société, évidemment, mais de monolithique, si on ne pouvait pas considérer que le sujet était pluriel. Et de créer une autre histoire du sujet. Et de considérer qu'il y avait une pluralité de ces identités qui se stratifiaient, qui s'articulaient les unes avec les autres, et qui étaient en fait le reflet de la société. Et de se dire, si on arrive à créer ce narratif du sujet pluriel, de toutes ces identités, qui n'ont pas besoin de se prioriser, ou de se hiérarchiser, ou de s'effacer les unes sur les autres, eh bien on pouvait envisager une société vraiment plurielle. De la même manière, à l'image de la construction du sujet, puisque le sujet se construit à l'image de la société. Voilà un autre modèle de sujet, peut-être un autre modèle de société, peut-être un autre modèle d'universalisme auquel j'ai pensé au fur et à mesure de ces réflexions. Merci. Alors j'avais Madame. Alors prenez le micro pour les micros. Après, alors j'aurai Mariano après. Je ne me rappelle plus trop. Je voulais quand même faire la remarque suivante à propos de la manifestation contre l'antisémitisme qui a eu lieu tout de suite après le 7 octobre. C'était quand même un peu fort de café pour les gens de gauche qui se battent depuis longtemps contre le Front National, qui savent qui c'est, qui savent d'où ils viennent, d'accepter cette supercherie, enfin, en tous les cas, d'avoir un mouvement de recul, enfin, de demander à réfléchir à la chose, ou de demander le débat. Alors que dans les rangs du gouvernement, il y a eu, vous parliez de Mme Brun-Pivet, voilà, tout de suite
une adhésion émotionnelle, culturelle. J'ai très très bien compris ce que vous dites. Voilà. Mais vous savez, cette réflexion, je l'ai lue. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Je me suis posé cette question. Est-ce que je vais pouvoir manifester dans une manifestation où il y a le Rassemblement national? Alors que j'ai milité contre le Rassemblement national et contre l'extrême droite toute ma vie. Et que j'étais à Assas, et que je militais déjà contre le GUD à cette époque, et la première chose que j'ai fait à Assas, c'est d'apprendre à courir, parce qu'ils me poursuivaient avec des chaînes. Et donc évidemment que je me suis posé intimement la question, et c'est pour ça que j'ai essayé de trouver une solution. Il était impensable pour moi de ne pas aller dans une manifestation contre l'antisémitisme, je vous l'ai dit pourquoi. Comme il était impensable pour moi de ne pas aller dans une manifestation contre l'islamophobie ou contre n'importe quel racisme. C'est impensable pour moi, parce que ça fait partie de mon corpus et de mon être. En revanche, ce que j'ai, avec quelques personnes, essayé de faire, on s'est réunis 2 jours avant la manif, ce que j'avais proposé à beaucoup d'ailleurs, et ce que d'autres partis politiques auraient pu faire s'ils avaient été solidaires, de gauche j'entends, c'est de faire un barrage, mais au sens physique du terme. Et donc, ne serait-ce que symbolique, avec une dizaine de juifs de gauche, comme ça qu'on les appelle, on est allé dans cette manifestation, mais avec des pancartes, des cordes, et on a décidé d'aller à la confrontation et de les empêcher de passer. Et on était 10. Il y avait beaucoup d'écolos, quelques membres d'autres organisations juives de gauche que je connaissais personne. Et on s'est retrouvés dans cette manif, au tout début, sous la pluie, une centaine. Mais vraiment, hein, il y a une centaine de personnes qui sont arrivées, des juifs de gauche, isolés eux-mêmes, dans ces dilemmes absolus que je vivais moi. Et il y en a beaucoup, en fait, des juifs de gauche qui vivent ces mêmes dilemmes. C'est à Paris, hein? C'est à Paris. Et on arrive là-bas, et on dit, voilà, on va essayer de bloquer le Rassemblement national. On va les empêcher de participer à cette manifestation. Ne serait-ce que symbolique, mais au moins on le fait. Et si tout le monde nous avait suivis, il ne serait pas passé. Et on avait lancé quelques espions à l'endroit où le Rassemblement national se réunissait, pas loin des Invalides. Et on a su à quel moment ils arrivaient, et d'ailleurs, toute la presse était autour d'eux. Toute la presse française et étrangère. Parce que c'était le moment où ils entraient dans l'arc républicain. En tout cas, on leur permettait d'entrer dans l'arc républicain. Et donc, on voit tous ces micros et ces caméras, on est une centaine, on est sous la pluie, on cache nos pancartes, et hop, on y va d'un seul coup. Et on les bloque. Et là, toutes les caméras et les micros se retournent vers nous, et ils voient cette scène. L'action s'appelait Golem. De l'histoire de ce personnage créé par, mythologique, créé par le Maharal de Prague à Prague pour lutter et pour protéger les juifs de l'antisémitisme déjà à l'époque. Une créature kabbalistique, avec le nom de Dieu. C'était l'image, comme ça, il faut trouver un nom. Et ça a été repris partout, et je pense qu'on n'a pas été complètement ridicule. Au contraire, on montrait que les juifs de gauche, certains juifs de gauche, beaucoup de juifs de gauche, qui sont arrivés après, qui nous ont rejoints dans ce collectif qui s'est créé après. Après, moi, j'ai pris mes distances. Je les regarde avec beaucoup de bienveillance, mais tant que leur ligne politique n'est pas complètement élaborée, je sais que je ne peux pas. Hein. C'est compliqué. Et c'est compliqué pour tous les juifs de gauche. Et les juifs de gauche, ils sont une place symbolique dans la gauche depuis toujours. On oublie que... alors évidemment, on oublie que les organisations d'extrême gauche, beaucoup étaient... il n'y avait pratiquement que des juifs ashkénazes. Hein. Alors, je pense notamment à la LCR. Moi, la première fois où j'étais aux universités d'été, parce que j'étais invité de la LCR, j'ai cru me retrouver dans une yeshiva. Une yeshiva, c'est un lieu où les juifs étudiaient la Torah du matin au soir, de manière très sérieuse, et du matin au soir, sauf que là, ils ne lisaient pas la Torah, ils lisaient Lénine, Trotsky, du matin au soir, et ils étudiaient les Marx, évidemment, et ils lisaient des bouquins sur les bouquins, sur les bouquins de Marx, sur les bouquins de Lénine, mais c'était une yeshiva. Et évidemment, l'histoire de la LCR, c'est l'histoire de juifs
trotskistes, et il y en avait beaucoup. Mais je parle d'un autre mouvement qui s'appelle l'OCI. Lambert lui-même, on l'oublie, mais il y avait énormément de juifs. Et donc, ce judaïsme de gauche, il est déterminant dans l'histoire de la gauche ou des gauches françaises, et de l'extrême gauche et de la gauche radicale française. Et si on oublie d'où vient aussi l'universalisme de gauche, ou la lutte révolutionnaire de gauche, ou toutes les luttes de gauche, c'est-à-dire qu'il a aussi une base dans le judaïsme, aussi, comme toutes les morales universelles. Et d'ailleurs, dans le judaïsme, on peut trouver des choses fondamentales. Moi, quand j'étais dans une école juive, quand j'étais petit, et j'apprenais la Torah, c'était du droit d'ailleurs, j'ai appris le droit, en hébreu. Et je me suis rendu compte que le droit était une langue commune aussi, de toutes les civilisations, quelles qu'elles soient. Mais surtout, je me suis rendu compte que dans le judaïsme, il y avait des choses incroyables, comme par exemple l'institution du Yovel, c'est-à-dire le jubilé. C'est-à-dire que tous les 50 ans, la terre n'appartient pas aux hommes. Je ne sais pas si ça fait penser à quelque chose, mais il n'y a pas de propriété de la terre dans le judaïsme. Bon, elle appartient à Dieu. C'est une autre médiation. Mais elle n'appartient pas aux hommes, et tous les 50 ans, elle revient, et elle doit être quittée par ceux qui l'exploitent. Et donc, peut-être qu'on pourrait voir dans cette idée quelque chose qui se rapproche aussi, ou qui peut être à l'origine même, des idées que nous partageons, sur la propriété, sur l'occupation des terres, sur l'occupation des terres, la colonisation, celle de Cisjordanie aujourd'hui, celle de Gaza aujourd'hui. Donc vous voyez, si on se revendique du judaïsme, alors revendiquons-nous-en véritablement. Et allons chercher la portée, la parole universelle, et la parole à l'origine même des valeurs de gauche et de l'humanisme, au sein même du judaïsme, comme dans l'islam, ou comme dans toutes les religions d'ailleurs. Ce sont des morales qui ont porté des valeurs d'abord transcendantales, mais aussi humanistes. Et donc, je crois que, voilà, il faut aussi aller rechercher ça et le rappeler fortement, surtout quand on se revendique du judaïsme. Et puis il y a aussi une autre phrase, Ahavat Israël. C'est quoi? Israël, ça ne voulait pas dire l'État d'Israël. Hein. C'est le nom de Jacob, qui a été ainsi nommé lorsqu'il s'est battu avec l'ange, Gabriel, je crois. Ahavat, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui a été par la suite repris par les évangiles, qui a été par la suite repris par Kant, lui-même avec l'impératif kantien, l'impératif catégorique kantien, qui veut dire exactement la même chose, en plus large. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que dans le judaïsme, on peut trouver les valeurs de gauche aussi. Des grandes valeurs de gauche qui peuvent initier et permettre un nouveau dialogue et permettre peut-être d'arriver à ce dialogue qui n'existe plus aujourd'hui. Mais voilà, simplement pour vous dire que j'ai essayé de vous répondre s'agissant de la manifestation. Je suis, moi, allé à la manifestation contre l'islamophobie et je me suis fait taxer de traître à la communauté juive. Parce que j'étais avec des personnes qui, certaines personnes pouvaient se revendiquer de l'islamisme, c'est-à-dire d'une idéologie politique visant à instaurer l'islam aussi. Ça existe, bien sûr. Il y a du terrorisme islamiste qui a tué beaucoup de gens et qui continue à tuer. Donc ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce que vous avez des gens d'extrême droite, parce que ce sont des fascistes. De la même manière que l'extrême droite. Et qu'aujourd'hui il y a une internationale fasciste. En Europe, aux États-Unis avec Trump. Pour moi, l'idéologie du Hamas est une idéologie fasciste. Mais évidemment, Netanyahou, c'est même lui qui a porté l'idéologie fasciste et qui a, à mon sens, été à l'origine de la mort de Rabin et de la fin des accords de paix et de la fin des accords d'Oslo. Il y a une internationale fasciste. Et aujourd'hui, on doit recréer une internationale antifasciste. C'est pour ça qu'on ne doit pas se tromper. Et donc, quand il y a une manif contre l'islamophobie ou contre l'antisémitisme, même si ça nous fait chier, excusez-moi du terme,
Et ça me faisait chier d'être avec des fascistes, dans l'une comme dans l'autre. Parce que là, c'était quand même un peu gros. Pareil, j'y vais. Et je lutte contre les fascismes qui essayent de s'incruster dans la lutte antiraciste. Alors on va prendre les 3 dernières questions. J'ai vu Mariano, Simon et puis le copain Jean-Bernard. On fait une fournée et comme ça une tour. Voilà, alors, moi c'était pour réagir à une vision de la Révolution française que je ne partage pas du tout. Lorsque Clermont-Tonnerre, en 1791, dit tous les droits aux Juifs en tant que citoyens, aucun droit en tant que nation, c'est parce qu'on est dans le contexte de l'abolition des privilèges et qu'on ne veut accorder aucune loi privée à quelque communauté que ce soit. Le débat parcourait toute la société française, y compris les Juifs. Il y avait des Juifs qui réclamaient l'égalité des droits, qui étaient majoritaires, mais il y avait des Juifs qui réclamaient des droits spécifiques pour leur communauté. Et le débat était tranché sur tout le monde est égal. Et il n'y a pas eu de répression contre le culte juif après, pas du tout. C'est ce que je veux dire. Et il y a une identité qui a été écrasée. Non, elle n'a pas été écrasée du tout. Sauf qu'on a dit l'égalité des droits. Et ça a été tellement fort que ça a irrigué tous les juifs en Europe pendant tout le 19e siècle. Et que lorsque le sionisme a émergé, il était extrêmement minoritaire, bien sûr. Et en Europe de l'Est, il s'est créé un mouvement qui s'appelle le Bund, qui est un mouvement très massif. Et la revendication du Bund, c'était d'avoir l'égalité des droits, comme en France, au moment de la Révolution française. Et le Bund s'est opposé au sionisme, en disant, vous voulez qu'on parte, nous on veut rester, pouvoir rester et avoir l'égalité des droits. Et cette histoire, elle a irrigué tout jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, c'est une cassure, parce qu'évidemment, en Europe de l'Est, les militants du Bund se font massacrer. D'abord par les nazis, mais ensuite, malheureusement, par l'armée russe. Ils se font massacrer. Alors que c'est eux qui organisent la résistance contre les pogroms, et que c'est les principaux animateurs du ghetto de Varsovie, et qui ont vraiment combattu les nazis jusqu'au bout. Et la Seconde Guerre mondiale est un drame politique de ce point de vue-là. Mais je pense qu'il est important de resituer que chez les Juifs en Europe, la pensée majoritaire jusqu'en 1945 était une pensée d'égalité des droits. Alors, tout ce que vous dites me semble parfaitement juste. Sauf que dire que la phrase de Clermont-Tonnerre, c'est une abolition des privilèges, c'est considérer que la possibilité d'avoir l'existence de particularisme culturel est un droit. Et donc un privilège. C'est ce que vous dites. Moi, je considère que ce n'est pas un privilège. Et je considère qu'effectivement, on a demandé aux Juifs, à la nation juive, c'était des communautés culturelles qui étaient dans le Bas-Rhin, et très peu à Paris, il y avait 500 Juifs au moment de la Révolution française. Très très peu. Il y en avait aussi dans le sud de la France. Mais c'était des communautés culturelles, et ce qu'on leur a demandé, c'était de renoncer à leur particularisme religieux. Et de se fusionner dans le creuset. Mais de la même manière qu'aujourd'hui, cette pensée, elle existe encore, notamment chez le printemps républicain. Oui, mais les Juifs de Bordeaux, Mais à l'égard des musulmans. les Juifs de Bordeaux ou les Juifs de Montpellier étaient d'accord avec ça. Non mais je ne vous dis pas qu'ils étaient d'accord ou pas, je vous dis simplement qu'on leur a demandé de prioriser une identité sur une autre. Bah, on n'a pas le même regard là-dessus. Peut-être que c'est lié aux remarques de Mariano, merci pour toutes ces réflexions. Vous avez également mentionné Golem, on peut aussi parler des juifs révolutionnaires qui ont tenu des positions, même si caricature et schématique probablement assez proches des vôtres après le 7 octobre. À l'inverse, d'autres collectifs juifs comme Tzedek ou l'Union juive française pour la paix ont eu des positions relativement opposées. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots pour expliquer, évidemment avec votre point de vue, pourquoi est-ce qu'il y a ces visions différentes au sein finalement de juifs progressistes, enfin de figures juives progressistes a priori? Ok, moi je ne vais pas disqualifier qui que ce soit. Hein, ni Tzedek, ni Golem. Aujourd'hui, je regarde et je suis heureux d'abord que des groupes de juifs de gauche renaissent. Parce que ça permet à tous ceux qui étaient isolés dans leur environnement organisationnel de gauche ou dans leur famille de pouvoir
repenser à leurs identités et réarticuler leurs identités de gauche et leur identité juive. Et donc, ce sont des lieux où ils peuvent discuter entre eux. Ce sont des lieux où ils peuvent militer entre eux et ils peuvent comprendre collectivement et ne plus être seuls, parce qu'il y avait une solitude terrible. Il y avait une solitude terrible des juifs de gauche. Et j'en ai vu beaucoup pour vous dire qu'ils se sentaient tous très isolés. Tant à l'égard de leur famille, biologique ou sociale, qu'à l'égard de leur famille politique. Et donc, voilà, ils ont trouvé, comme c'est le cas d'ailleurs d'organisations antiracistes, un lieu où ils ont pu discuter entre eux pour comprendre le regard qu'on portait sur eux et leurs propres dilemmes. Alors, que ce soit Golem, JJR, Tzedek, etc. Je vais certainement caricaturer la différence de pensée politique qui existe entre Tzedek et le JFP d'un côté, pour résumer. Golem, JJR, je n'appuie pas le RAR parce que c'est pas un mouvement juif, mais c'est un mouvement antiraciste et de lutte contre l'antisémitisme, notamment à gauche. Donc il y a quand même cette ligne de pensée commune. Mais sans vouloir schématiser, je crois que du côté de Tzedek et de l'UJFP, il y a ce qui prime, c'est l'engagement décolonial et l'identité juive se surrajoute. Que le fondement de la pensée, chez Tzedek notamment, c'est ce qu'on appelle, et que j'ai découvert parce que je ne connaissais pas trop les termes à ce moment-là, le matérialisme dialectique et le matérialisme historique. Une façon de voir l'engagement décolonial. De considérer qu'il y avait un déterminisme historique, pour schématiser, je caricature, je ne connais pas encore bien le sujet, vous m'excuserez, mais qui a beaucoup évolué, le matérialisme historique. Hein. On a eu la première pensée du matérialisme historique qui est issue de la pensée de Marx, de Engels, et peut-être un petit peu de Hegel, même s'il ne parle jamais de matérialisme historique, qui considère finalement et puis qui a évolué après, parce qu'il y a eu le matérialisme historique en mode Staline, qui n'était plus vraiment le même, et il y a eu un dogmatisme, je crois que c'est Lefebvre qui en parle, un dogmatisme de la pensée matérialisme historique, mais c'est quoi en gros, pour résumer, parce que j'utilise des gros termes que moi-même j'ai du mal à utiliser. Mais en gros, c'est de considérer qu'il y a un déterminisme historique, qu'il y a des réalités historiques, géopolitiques, des rapports de puissance et des rapports de force, et qu'on ne peut pas colorer de morale et d'humanisme, c'est un anti-humanisme, la réflexion sur notamment la lutte décoloniale. Pour résumer. Vous me dites si je m'égare. Et c'est tout le débat qui nous a opposés. Moi, j'ai été opposé. J'ai écrit un texte quand les coloniaux sont venus et ont fait un regroupement à Pantin avec cette philosophe américaine, Butler, qui est venue et qui a dit le 7 octobre est un acte de résistance, n'est pas un acte de terrorisme, n'est pas un acte à caractère antisémite, et qu'il n'y a pas eu de violence sexuelle et sexiste, spécifiquement, ou de féminicide, ou de viol, plutôt de violence sexuelle contre les femmes israéliennes le 7 octobre. Sauf à me le prouver, ce qui est d'ailleurs une inversion du paradigme du féminisme qu'elle revendique elle-même, en considérant qu'on croit d'abord la parole. Alors évidemment, c'est une parole qui vient de l'État, mais pas que de l'État, des victimes. J'ai fait un texte pour répondre à ça. Et Lordon a fait un texte pour répondre à mon propre texte. Et c'est vrai que j'ai découvert le terme de matérialisme historique, et qu'en gros, je ne comprenais rien, parce que j'étais un humaniste, et qu'on ne pouvait pas se permettre d'être un humaniste dans cette réflexion, que la guerre c'est sale, et que c'est comme ça que ça se passe, et qu'il y a des morts, y compris des civils, et qu'on ne peut rien y faire, et qu'on ne peut que, finalement, constater, voir, soutenir le mouvement. Oui, il y a un beau clivage. Un clivage massif. Je pense que la résistance est un acte juridique. On répond par le droit international. Et que le droit international reconnaît la résistance décoloniale, y compris militaire, contre des cibles militaires ou stratégiques, pas contre des civils. Ce sont des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Et qu'on ne peut pas le reconnaître. Donc voilà, je pense, ce qui oppose schématiquement
ces mouvements de juifs de gauche. Alors, les deux dernières questions, si ça vous va, on fait un tir groupé comme ça. Après. Oui, il n'y a pas qu'un problème de mots. Tout à l'heure, vous disiez le sionisme, qu'est-ce que c'est? Je crois que moi j'ai un ami de jeunesse, on se connaît depuis, j'en ai 70 bientôt, j'ai l'âge de 20 ans, donc ça fait un peu de temps, on s'est retrouvés à Grenoble. Et jusqu'à un événement sur la place Grenette où j'étais avec l'association de solidarité de la Palestine, un copain, il arrive, il dit, puis il dit bonjour, puis d'un coup, il voit le masque, il était avec sa femme. Et il s'appelle Jean-Michel Braun, donc je n'avais jamais percuté que c'était juif. Des Braun, j'en ai connu d'autres, bon, je ne me suis jamais posé la question. Et Eva Braun aussi. Et donc, en fait, il y a eu le masque, et puis depuis le 7 octobre, évidemment, on se communique de façon régulière sur WhatsApp et tout, on s'envoie des trucs. J'essaie de lui envoyer vos interventions, vos interviews, et puis quelques autres. Et je ne vais pas poser la question, mais je suis sûr qu'il y a de la famille là-bas. Donc, c'est même plus un problème de mots, c'est eux et nous, comme on dit. Je veux dire, c'est tripal, quoi, à un moment donné. D'autant plus que le 7 octobre, on sait que c'est le concert, c'était des jeunes progressistes. Il n'y a pas que des concerts, hein. Ceux qui ont été visés, alors c'est effectivement un concert hippie, quoi. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi les kibbutz. Et les kibbutz, des kibbutz très particuliers qui militaient depuis toujours. C'est des minoritaires en Israël, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ils militaient depuis toujours, justement parce qu'ils étaient frontaliers avec Gaza, pour la coexistence et pour la décolonisation. Là, pour le coup, ceux qui ont été visés, c'est eux. Et je pense qu'ils n'ont pas été visés pour rien. C'est cette idée-là de la possibilité d'une coexistence, d'une paix, d'un État palestinien, d'un État binational, qui a été visée par le Hamas. C'est pour ça que je vous dis que dire que c'est un acte de résistance, je le pense. De la même manière que le 13 novembre 2015, ce sont les quartiers de gauche qui ont été visés, pas n'importe lesquels, dans le 11e. C'est le Bataclan, c'est les bobos de gauche qui avaient cette idéologie de gauche humaniste. C'est eux qui ont été visés. Ils ne sont pas allés dans le 16e, ils ne sont pas allés aux Champs-Élysées, ils ne sont pas allés ailleurs. Donc, ce que je vous dis simplement, que c'est une programmatique. Ah bah, excusez-moi, c'est une réalité. C'est une stratégie, et c'est une stratégie qui a toujours été mise en place dès Al-Qaïda, qui a consisté à viser spécifiquement les consciences humanistes pour créer du clivage et détruire la possibilité d'un humanisme et une coexistence. Et donc de créer aussi de l'islamophobie et du racisme pour embringuer les musulmans dans leur folie. Donc oui, c'est une stratégie politique et théorique. Hein. Pareil pour Charlie. Oui, moi je voudrais dire à titre personnel que ça a été un choc le 7 octobre et que le double choc, ça a été la question qu'il y a eu au sein de la gauche entre les tenants d'une résistance justifie tout et ceux dont je suis qui considèrent que quand on s'attaque à des civils, vous l'avez dit d'ailleurs, la résistance est un droit inscrit en droit international. Quand on s'attaque à des civils, non, c'est pas un acte de résistance, on est dans autre chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, combien il est important de rappeler l'histoire pour donner du sens aux mots et qu'on mette bien le même sens sous les mots. Ça, j'ai trouvé très important tout ce que vous avez dit là-dessus. Et la nécessité, effectivement, pour arriver à se comprendre au sein de la gauche, à d'abord commencer par définir de quoi on parle. Et puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est la coexistence de différentes identités qui peuvent justement naître de l'expérience, de la confrontation avec autrui, avec ce qu'on découvre, alors qu'on pensait peut-être, je parle toujours pour moi, qu'on connaissait des choses, puis finalement, on s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose. Et enfin, la nécessité d'être dans l'unité. J'avoue que, par des prises de position de certaines composants du nouveau Front populaire,
j'avoue que c'était compliqué pour moi. Mais ce que j'entends, c'est effectivement ce que vous appelez sous... Voilà, qu'il y a des choses qui sont tellement importantes qu'il faut défendre, au-delà de tout, des valeurs, et qu'il faut justement dialoguer et aller dans le sens de l'unité et de l'échange. Et je finirai là-dessus, c'est soit changement pour toi, que tu veux pour le monde et pour la société. Et merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous toutes et tous d'avoir participé à ce débat. Je suis internationaliste profondément. À un point même où évidemment l'idéal de l'absence de frontières et de propriété pour moi est une évidence, une utopie mais une évidence. Maintenant on a une réalité en France. Et cette réalité elle est dans pas très longtemps. Je crois que les gauches n'en ont pas suffisamment conscience. Que ce qui s'est passé le 7 octobre, que ce qui s'est passé après le 7 octobre, a encore plus scrivé et mis les gauches façon puzzle alors qu'on n'en avait vraiment pas besoin. Qu'au moment de la dissolution, il y a eu un sursaut. Parce que la société civile, dont je fais partie, a choisi de dire aux partis politiques, vous allez arrêter de nous emmerder, si je puis me permettre. Là maintenant, on va reprendre un petit peu notre pouvoir et on va vous obliger à être ensemble. Parce que si vous n'êtes pas ensemble à ce moment-là, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir et ils étaient à 2 doigts d'être au pouvoir. Et il ne faut pas croire que l'extrême droite, aujourd'hui, ce sera l'extrême droite si elle arrive au pouvoir, et surtout si elle arrive au pouvoir en Europe. Parce qu'ils ont cette conscience de devoir atteindre l'échelon européen et d'être majoritaire au niveau européen pour pouvoir exprimer leur pleine colère, haine et racisme sur les peuples européens. Donc ils attendent ce moment. Donc aujourd'hui, ils font profil bas, si je puis me permettre. Même en Hongrie, même en Pologne, même en Italie. On voit que Mélanie, finalement, elle commence à se révéler. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est ce qui nous attend. Si toutes les gauches, je dis bien toutes les gauches, quelles qu'elles soient, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un minimum commun et à faire comme au moment de la dissolution, ça a été un échec, une victoire à la Pyrrhus, devrais-je dire, mais ça a montré le chemin. Et ça doit, moi, à mon sens, ça doit venir de la société civile parce que les partis politiques, ils ont trop d'intérêts personnels et politiques et d'ego qui font qu'ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord si la société civile, ce que j'entends par société civile, c'est un gros mot aussi, ce sont les organisations antiracistes, les organisations militantes, les syndicats, évidemment. Là, il y a un souci, parce que si les syndicats, au niveau national, arrivent à se mettre d'accord avec les organisations, je parle de la CGT, la CFDT aussi, où ils se sont mis d'accord eux-mêmes pendant les lois retraite. C'était magnifique, même si ça n'a pas abouti. Mais c'était magnifique. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au niveau local, ils n'arrivent pas aujourd'hui à se mettre d'accord, parce qu'on reprend tout de suite notre focale, et on se met des ailleurs immédiatement alors qu'on doit travailler là, c'est dans 8 mois potentiellement. Et si l'extrême droite arrive au pouvoir dans 8 mois, en cas de dissolution à nouveau, on en a pour des années et des années. Et on peut disparaître. Donc, le message que je peux vous apporter, indépendamment de tout ce dont on a parlé ce soir, mais qui, évidemment, est lié à et qui est une des conditions de possibilité de la réunion à un moment des gauches, comme au moment du Front populaire. Ça a été un improbable, mais c'est arrivé. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a eu une expérience historique extrêmement longue sur les acquis sociaux et sur les droits sociaux. Nous le savons, qu'aujourd'hui, évidemment, Macron a essayé de défioter progressivement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si on n'arrive pas à régler nos problèmes sur ce qui vient d'arriver, à trouver une langue commune, à faire corps en très peu de temps, alors qu'on n'y a pas arrivé, on n'a pas réussi pendant des décennies, on va disparaître. Donc, il faut vraiment en prendre conscience et c'est pas s'oublier un petit peu dans nos revendications particularistes pour trouver uniquement et ne travailler que sur du commun. C'est le mot, du commun. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que, voilà, on peut tous remercier
Harley d'être venu, puis encore merci Yaïd. Du coup, pour terminer, donc évidemment merci aussi à celles et ceux qui auront suivi la rediffusion, on n'est pas en direct mais en captation rediffusée. Abonnez-vous à la chaîne pour c'est ceux qui ne le sont pas. Je pense que c'est aussi ça l'intérêt d'un média comme le Travailleur Alpin et d'autres, de provoquer aussi des rencontres comme ça qui sont intellectuellement vivifiantes, où on va au fond, on décortique et on sort un petit peu, je dirais, du débat Twitter, quoi, pour faire court, parce que la pensée ensemble à caractère, c'est vraiment quelque chose qui tue la pensée, mais du coup ça c'est dit. Donc on va poursuivre la soirée ensemble avec évidemment une séance de dédicace sur ma gauche et pour celles et ceux qui le souhaitent, en partenariat avec la librairie Joséphine Becker, qu'on remercie encore une fois. Merci Christophe. J'en profite aussi pour remercier la librairie Joséphine Becker. Voilà, à Saint-Marcelin, qui se délocalise à Grenoble pour l'occasion. Donc si vous êtes dans le coin de Saint-Marcelin, n'hésitez pas à passer. Juste à côté du tabac, le Jaurès Tabac Presse aussi, où vous trouverez le Travailleur Alpin. Et une petite buvette qui va